Comment Marx définit-il le rapport salarial? Il le définit comme un rapport de double séparation. Séparation des travailleurs d'avec les produits de la production et d'avec les moyens de la production. Et il ajoute, le salariat, c'est aussi la constitution d'une figure historique inédite, le salarié précisément, construit comme sujet porteur libre d'une force de travail offerte au louage. Voilà, c'est ça le salariat. C'est quand on s'active dans ce système de rapports sociaux-là. Sans l'emploi qui donne accès à l'argent, il n'y a pas de survie matérielle possible. Alors, sauf à rentrer dans une autre forme d'existence, à essayer de survivre dans les marges de la société, etc., etc. Mais enfin, pour le gros de la population, telle est la condition qui lui est imposée par le salariat, ce qui signifie qu'en dernière analyse, le moteur de la mise au travail, c'est, comme le disait Marx, l'aiguillon de la faim. Nous avons là affaire à une prise d'otage. Je le dis parce que le mot prise d'otage est souvent employé dans le débat ordinaire, dans le commentaire médiatique, politique et éditorialiste. Et les preneurs d'otages sont soit les cheminots, soit les éboueurs, etc. À ceci près que le salariat lui-même n'est qu'une gigantesque prise d'otage. Comme l'avait dit Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, la bourgeoisie est le plus souvent prisonnière, je cite, de ses intérêts malpropres et bornés. Oui, je veux dire, il y a une irrationalité des puissances privées du capital qui n'ont même pas la reconnaissance du ventre, d'une certaine manière. Par exemple, il y a un exemple, il y a un cas qui me semble tout à fait typique. C'est le rapport des dominants capitalistes à la sécurité sociale. La sécurité sociale, fondée par Ambroise Croizat en 1947, etc., a été historiquement le stabilisateur politique du capitalisme, qui était contesté au dernier degré à la sortie de la guerre, parce que les élites libérales non seulement avaient conduit à la grande crise économique qui avait précédé, mais au surplus avait joué le jeu de la collaboration pendant l'occupation. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Et on sort de la Seconde Guerre mondiale avec l'URSS, qui a été la puissance sans doute décisive dans la victoire finale. Donc avec un système communiste, entre guillemets, puissamment relégitimé, et le sort historique du capitalisme, en quelque sorte, était en balance. Il l'était tant et si bien que les dominants ont, sous la pression, évidemment, dans un rapport de force qui leur était presque entièrement défavorable, pour une fois, les dominants ont renégocié avec le salariat un compromis historique auquel on a donné le nom de Fordisme. Compromis historique qui a sauvé de justesse leur souveraineté sur la production, au prix de contreparties qui étaient quand même tout à fait importantes, en termes de progression régulière des salaires, garantie de l'emploi, passation de conventions collectives et création d'un certain nombre de formes institutionnelles inédites comme la sécurité sociale. Mais sans ça, je veux dire, que serait-il advenu du capitalisme au sortir de la Seconde Guerre mondiale? On n'en sait rien. Mais enfin, les choses auraient pu beaucoup moins bien se passer. Et la sécurité sociale, par le développement des revenus de transfert, c'est-à-dire la stabilisation du revenu disponible des ménages, etc., par-delà les instabilités du cycle économique, en quelque sorte, à fabriquer, à conférer au système dans son ensemble un socle de légitimité sociale et politique sans lequel il n'aurait pas pu fonctionner aussi bien. Bon, et c'est cela même que, les dominants néolibéraux actuels voudraient envoyer à la casse. La question de savoir si le travail salarié est condamné
est susceptible de recevoir deux réponses. La première qui est « oui, il l'est absolument, mais trivialement, par le simple travail de l'histoire, mais on ne sait pas à quel terme ». Et deux, la réponse n'est pas de réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas. Je veux dire, dans un horizon de moyen terme, on ne sait pas. Les économistes distinguent deux facteurs de production, le travail et le capital. L'emploi et le salaire cernent la réalité du travail, le capital conceptualise et légitime l'action des employeurs. Le marché apparaît alors comme le lieu où, par excellence, le jeu économique se développe, prospère ou disparaît. Pour la raison idéologique qui préside à tous les usages du mot marché et qui sont des raisons de déni généralisé de la conflictualité propre aux échanges économiques. Et à plus forte raison dans la sphère du travail, qui, dans le mode de production capitaliste, repose fondamentalement sur les mécanismes du chantage à la survie matérielle, de la prise d'otage par la propriété unilatérale des moyens de production, donc des menées qui sont intrinsèquement violentes et qui, à ce titre, appelaient une dénégation particulièrement spectaculaire, en juste proportion de la violence des choses à dénier. Alors évidemment, dans cette affaire, la catégorie de marché du travail faisait parfaitement l'affaire. Comme il y a le marché au Poire William, eh bien, il y a le marché où de gentils entrepreneurs proposent à de gentils salariés de quoi s'employer, se réaliser, pour que tous, frères, participent à une grande œuvre collective. Bon, globalement, c'est ça l'histoire qui est racontée. Mais enfin, les intéressés savent ce qu'elles valent. Enfin, il suffit de leur poser la question, d'ailleurs. La jurisprudence du droit du travail, elle, au moins, ne se paye pas de mots. Elle caractérise le rapport salarial comme un rapport de subordination et d'obéissance hiérarchique, et qui s'énonce en réalité dans une alternative aux termes parfaitement tranchés. Soit tu plies, soit tu te barres. C'est ce qui est commandé ou la porte. Il y a cette inversion lexicale qui, à mon avis, que j'ai jamais pu m'empêcher de voir comme un symptôme du déni qu'opère le discours de la théorie économique, le discours de la science économique. C'est que dans la vie ordinaire, les gens demandent un emploi. Et dans la théorie économique, les salariés offrent du travail. Donc tout est mis par-dessus tête. La difficulté sur laquelle butait le Fordisme, c'est que les joies n'étaient pas liées à l'exercice du travail lui-même, qui était un petit peu moins pénible qu'à l'époque des mines, mais pas beaucoup moins. Et évidemment, cette limite entraînait des effets sur la productivité que la crise du Fordisme, à la fin des années 60, au début des années 70, a commencé à rendre manifeste. Le capitalisme a surmonté ce problème en empruntant la voie de l'enrichissement du travail en affect joyeux intrinsèque, c'est-à-dire en entreprenant de convaincre les salariés que la vraie vie, c'est la vie au travail, que c'est au travail qu'on s'accomplit réellement, que la réalisation de soi, c'est la réalisation de soi dans et par le travail. Bon, alors ça donne lieu à tout un tas de manifestations, de pratiques qui oscillent entre le grotesque et le désolant, autour des fausses promesses de l'autonomie, à base de séminaires pour les cadres où on les initiait à la pratique du rire ensemble, enfin, et jusqu'à des extrémités tout à fait contemporaines, à faire dégringoler les yeux des orbites. Il y a maintenant une nouvelle sorte
de dirigeant dans l'entreprise, une nouvelle place fonctionnelle hein, dans l'organigramme directorial de l'entreprise qu'on appelle le Chief Happiness Officer, c'est-à-dire le directeur délégué au bonheur. Car évidemment, les fausses promesses tiennent à peu près quand tout va bien, par temps ordinaire. Mais dès qu'il y a une situation de crise, ce sont les enjeux vitaux du capitalisme qui font immédiatement résurgence, c'est-à-dire, bah oui, il va falloir relever la productivité, il va falloir fermer des sites, il va falloir baisser les coûts, il va falloir réaugmenter la rentabilité pour les actionnaires, etc., etc. Et tout ça va se faire au knout. C'est-à-dire le Chief Happiness Officer, il la mettra en veilleuse pour un moment, ou alors il tentera de passer du baume et de l'onguent sur, voilà, sur ce désastre productiviste et financier. Le capitalisme est un système de rapports sociaux qui, Marx le montre très bien, fait advenir sur la scène de l'histoire simultanément les figures du capitaliste et du salarié, mais dans un rapport où le premier est structurellement victorieux sur le second. C'est le nom du jeu du capitalisme. Le capitalisme est un système de rapports sociaux où il y a des dominants, et les dominants, on les appelle des capitalistes. Donc, il y a une publicité qui disait « c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus ». C'est un peu pareil. Dans le système de domination qu'est le capitalisme, les dominants dominent. Et donc, ils sont victorieux. Ils sont victorieux d'emblée, d'après la logique fondamentale du système. Le rapport de force entre le capital et le travail n'est pas le même selon qu'on est dans une configuration du capitalisme où la finance est dominée, les marchés financiers sont croupions, les capitaux ne sont pas libres de circuler comme ils le veulent, les investissements internationaux sont sous contrôle, les économies sont sur des sentiers de croissance qui sont essentiellement auto-centrés, c'est-à-dire où la croissance est peu dépendante du commerce extérieur, où la politique économique est favorable à l'activité, à la croissance et à l'emploi, plus qu'elle n'est obsédée de surveillance de l'inflation. Ou bien, lorsqu'on est dans une configuration où on inverse terme à terme tous ces traits, c'est-à-dire la finance a été déchaînée, la concurrence a été déréglementée, les investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire la possibilité de délocaliser, entièrement libéralisée, la politique économique, la politique monétaire se moque de la croissance et ne se préoccupe plus de l'inflation, comme c'est le cas en Europe. Les politiques budgétaires sont soumises à des contraintes d'équilibre qui sont rendues exécutoires par la puissance des marchés obligataires, qui sont devenus en fait une instance de tutelle de toutes les politiques économiques. Alors oui, dans cette deuxième configuration, le rapport de force entre le capital et le travail a été entièrement rebasculé. Et c'est bien ce qui s'est passé au tournant des années 70-80. C'était la grande offensive, la grande reconquista des possédants, la grande offensive des capitalistes, visait précisément à rebasculer le rapport de force par la reconfiguration des structures économiques qui le déterminent. Il n'y a pas de redétermination du rapport de force sans une reconfiguration des structures. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout le néolibéralisme consiste en un nouvel état des structures qui a intensifié comme jamais la domination du capital sur le travail. Domination qui, elle, est déjà essentiellement établie par le fait même que nous nous situons dans le mode de production capitaliste. Prendre au sérieux l'idée que l'entreprise est une communauté, et j'irais même un cran plus loin, il faut lui donner pleinement son statut sous ce rapport et indiquer quelle est la nature de cette communauté. C'est une communauté politique. En réalité, dès que des individus composent leur puissance d'agir, quels que soient les rapports sous lesquels cette composition s'effectue, nous avons là du politique. Il y a donc du politique dans l'entreprise. C'est la chose qu'on ne fera jamais avouer à un patron, même rendu au dernier degré du tourment. Parce que dans la psyché patronale, pour ne pas dire dans l'idéologie patronale, il y a une scission extrêmement nette entre, guillemets, l'économie
et guillemets la politique. Deux mondes entièrement séparés, comme en écho de l'antinomie du marché et de l'État d'ailleurs. Disons que la politique, c'est le lieu de la démagogie, des foules irrationnelles qui commandent des politiciens à moitié pantins, soumis aux suggestions du vote et de l'onction électorale, etc. Tandis que le lieu des choses vraies, de la vraie rationalité, etc., c'est l'économie, parce que c'est des chiffres, c'est pas du baratin, hein, voilà, on est dans le vrai. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise qui sont dans l'économie, c'est-à-dire les choses vraies, bon, à chaque fois, hein, il faut entendre les dizaines de guillemets que je mets, idéalement, voudraient tellement être libérés de ce foyer d'irrationalité qu'est la politique, pour pouvoir conduire convenablement les affaires qui sont leurs affaires, convenablement, c'est-à-dire devant le bon sens, selon le bon sens qui devrait s'imposer à tout le monde, ça va sans dire. Et alors, dire à un chef d'entreprise que ce qui se passe dans son entreprise, c'est de la politique, c'est le blasphème ultime. Or, c'est vrai. L'entreprise, elle est politique parce qu'elle fabrique un rapport social qui lui-même est politique. On pourrait imaginer que les ressources ne soient pas rares. On pourrait imaginer que nos besoins sont limités. On pourrait imaginer qu'on n'a pas besoin de fabriquer tout un tas d'objets, pas besoin de fournir tout un tas de services. Donc c'est en ce sens-là que j'entendrais l'idée selon laquelle la fabrication de quelque chose et l'entreprise elle-même est politique. Et puis évidemment, elle est politique, l'entreprise, au sens où elle va jouer un rôle dans la cité. Elle va jouer un rôle dans la cité, c'est-à-dire d'imposer sa vision du monde. Sa vision du monde qui est celle de la marchandise, qui est celle de on doit produire des biens pour vous satisfaire, mais surtout pour faire de l'argent. Ayant constaté ou ayant posé l'impossibilité politique pour le moment d'un mouvement suffisamment puissant pour faire sortir du capitalisme, qui dirait « Ah, nous avons quand même l'éventuelle possibilité de redessiner les structures économiques de telle sorte que le rapport de force soit moins défavorable au travail qu'il ne l'est actuellement. » Exactement de la même manière que ce qui s'est passé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où en quelque sorte, on venait d'une première mondialisation historique, celle des 20 premières années du XXe siècle, et où, au travers de la convulsion de la guerre mondiale, s'est créée la possibilité de refaire les structures, sinon complètement à neuf, du moins d'une manière qui n'avait plus rien à voir avec celle qui précédait. Et ce changement dans la configuration des structures, c'est ça qui a fait que le travail s'est trouvé relativement moins dominé dans le fordisme qu'il ne l'était auparavant et a pu engranger des conquêtes sociales. Mais les conquêtes sociales, encore une fois, ce n'est pas seulement une affaire de volonté syndicale, d'aptitude à user ses semelles sur l'itinéraire République-Nation, etc. C'est au tout premier chef, ça repose au tout premier chef sur la configuration particulière des structures économiques qu'on se donne. Alors évidemment, celles-là, elles sont le produit des luttes politiques, ça va sans dire. Lorsque des petits producteurs domestiques assurent leur propre reproduction matérielle sur la base de leur production propre, mais dégagent un petit surplus qui est ensuite apporté au marché, certes, nous avons la catégorie du marché, nous avons donc l'échange marchand, mais nous n'avons pas le marché au sens contemporain du terme. Le marché au sens contemporain du terme, c'est vraiment la forme d'organisation des échanges telle que la totalité des activités de production et de circulation s'y trouve saisie. Voilà. Et ça, en quelque sorte, il y a une différence quantitative, mais qui va produire une différence qualitative. Ça, c'est le marché, ça n'a rien de naturel, et à l'échelle de l'histoire, c'est somme toute d'apparition récente. Traditionnellement, les économistes libéraux opposent le marché à l'État. Une analyse plus fine suggère qu'il n'y a pas de marché sans intervention de l'État. L'État aurait un rôle à jouer face au marché ?
Demander si l'État a un rôle à jouer face au marché, c'est d'emblée poser un rapport d'extranéité de l'État et du capital ou du marché. Or, moi, je crois qu'il n'y a aucune antinomie, précisément. Discuter de leur rapport, c'est dépasser l'idée qu'ils seraient dans une espèce de deux entités, n'est-ce pas, face à face. Et en réalité, moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que le marché et le capital sont coextensifs à l'État. Alors, pas à l'État en général, bien sûr, mais coextensifs à la forme historique particulière d'État dans laquelle nous vivons depuis, à la louche, 2-3 siècles, et que pour cette raison même, il faut qualifier d'État bourgeois ou d'État du capital, comme on voudra. Alors, coextensif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État est l'instituteur de l'ordre du capital et de l'ordre du marché. L'ordre capitaliste ou le système de marché n'ont aucune puissance d'auto-institution. L'État et le marché ne sont pas causa sui, ce n'est pas le dieu de Spinoza. Donc ils sont institués par une puissance autre, qui leur est hétérogène en première analyse, mais qui est vraiment qui va opérer leur advenue sur la scène de l'histoire. Alors là, il faudrait relire toute la fin du livre 1 du Capital sur l'accumulation primitive. Ça ne raconte que ça. C'est-à-dire comment l'ordre capitaliste, pour lancer le processus d'accumulation, s'est livré à un certain nombre de coups de force inauguraux, violents, qui ont été ratifiés par la puissance étatique, qui a donné d'ailleurs ultérieurement force de loi à ces premières irruptions, n'est-ce pas, de la pratique capitaliste. Les tuyaux de l'Internet, au sens le plus littéral du terme, ça a d'abord été une affaire d'État. C'est l'État, c'est l'armée, c'est les grands laboratoires de la recherche publique qui ont créé les bases infrastructurelles de l'Internet, sans lesquelles l'activité vibrillonnante des start-upers en garage n'aurait rigoureusement aucun sens, aucune possibilité d'exister. Donc voilà, c'est donc ce qu'il faut saisir, c'est non pas le face-à-face antinomique, mais l'intimité des rapports de l'État et de son supposé autre radical, et la manière dont ces rapports se configurent de manière variable dans le temps. Voilà. Et voilà, nous sommes actuellement dans une certaine configuration de ces rapports, qu'on appelle le néolibéralisme en particulier, et où l'on voit bien que les plus grandes puissances privées du capital ne peuvent pas faire comme si l'État n'était pas là. Et elles continuent d'avoir besoin de l'État pour faire progresser leurs propres intérêts. Elles trouvent d'ailleurs le plus souvent en ce moment une oreille accueillante et compréhensive. Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme dont les élites s'étaient compromises avec les nazis est obligé de composer avec l'État-providence et la planification, ce qui limite le pouvoir des marchés. À la faveur de la crise des années 70, le libéralisme reprend l'avantage sous le nom de néolibéralisme, un système qui reconfigure l'État en supplétif des marchés. Le préfixe néo saisit un ensemble de rapports inédits qui lient les marchés. J'ai toujours un peu de réticence à utiliser cette catégorie. Bon, je m'en expliquerai peut-être plus tard, mais qui lie les marchés et l'État. Et précisément un rapport qui n'est pas antinomique. C'est-à-dire un rapport dans lequel l'État est en quelque sorte le conservateur du marché. Là, on est au plus près, par exemple, de la doctrine ordolibérale, qui est la variante allemande du néolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est que le système de concurrence libre et non distordu n'existe pas par génération spontanée. Il faut non seulement l'instituer, mais il faut aussi le surveiller pour le maintenir. Et pour le maintenir en particulier contre
des forces endogènes qui naissent de l'intérieur donc du système et qui poussent à la reconcentration et à la reconstitution soit d'oligopoles, soit carrément de monopoles, ce qu'on appelle les monopoles naturels, par exemple. Je pense à l'énergie, les transports, etc., etc. Le néolibéralisme s'en prend à l'homme. Il s'en prend à l'homme d'une manière inédite, c'est-à-dire il reconfigure un type d'homme. Bon, évidemment, on peut dire que tout système social configure son type humain. Je m'excuse de faire un détour, mais on s'est toujours soit beaucoup moqué, soit beaucoup terrorisé de ce que le système soviétique avait affiché sa vocation à engendrer un homme nouveau. Et on disait, mais c'est monstrueux, un truc pareil. Ils veulent s'en prendre à l'homme, à l'humanité de l'homme. Mais le capitalisme n'a jamais fait autre chose. Le capitalisme crée son type humain. Il crée le consommateur, il crée le petit propriétaire pavillonnaire, etc., etc. Et ça, c'est un type humain. Il n'y avait donc pas de raison de lever les bras au ciel quand les soviétiques disaient qu'ils allaient produire un homme nouveau. De fait, ils allaient le faire, mais exactement de la même manière que le capitalisme lui aussi, et le néolibéralisme aussi, produit son type humain. Et lui, il a en vue un type humain très particulier, alors qu'il y a bien des raisons de trouver atroce, hein, qui est le petit entrepreneur de lui-même, l'entrepreneur de sa propre vie. Alors ça passe par toute une série de catégories plus ou moins ésotériques ou exotériques. Par exemple, la théorie du capital humain des économistes est vraiment le discours qui s'ignore, ou qui ne s'ignore pas, j'en sais rien, de ce nouveau type humain qui est promu par le néolibéralisme. Un porteur de capital fait d'un certain nombre d'aptitudes destinées à être contracté, enrichi, développé, etc., etc. Voilà. L'entrepreneuriat général de soi. Les néolibéraux, eux, ils disent « le marché n'existe pas en tant que tel, mais le marché est une bonne chose en tant que tel ». Donc c'est là que cette théologie, si on veut, elle est un peu bizarre. On dit « il y a cet outil qui est une bonne chose en soi, qui va permettre de créer une meilleure société, mais il n'existe pas ». Et donc là, on fait venir l'État, et l'État a, dans la vision néolibérale, un rôle qui est celui de créer, de développer et d'étendre le marché. Donc l'État agit pour le compte du marché et ce marché va légitimer l'État. Dans le discours à boulet rouge contre l'État, etc., etc., les dominants du néolibéralisme font soigneusement leur tri aussi. Alors, soigneusement, manière de parler. En gros, on ne veut plus... On compte sur l'État, qui d'ailleurs confirme ici, même si c'est sur un mode négatif, qu'il est la puissance institutrice de dernier ressort. On compte sur l'État pour refaire les institutions à notre main. Refaire le code du travail, refaire les conditions de la concurrence marchande, refaire les conditions d'opération de la finance, en plus étendues, en plus libre, entre guillemets, etc., etc. Mais on sait bien que de l'État, il va nous falloir garder un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Bon, la force publique, hein, et puis, on sait que c'est l'État qui aussi a la main sur certaines grandes infrastructures ou sur certains grands marchés d'équipement. Donc, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, Serge Dassault, ou Feu Serge Dassault, pouvait être à la fois le propriétaire du Figaro qui fait tirer à boulet rouge idéologiquement sur l'État, sa présence envahissante dans l'économie et ses tendances à l'obésité, et d'autre part, entretenir les meilleurs rapports du monde avec tous les individus concrets qui occupaient concrètement les sommets de l'État. Parce qu'il faut bien continuer à faire des affaires, et que sans eux, il ne peut pas les faire. Voilà, ce sont des rapports qui sont marqués de rationalité, d'irrationalité, de duplicité, de bêtises crasses parfois. Ça fait des configurations complexes, mais intéressantes.
Gramsci définit la crise comme le moment où le vieux monde résiste encore et le nouveau peine à naître. Grâce au soutien des États, le néolibéralisme résiste encore quand le mercantilisme renaît de ses cendres. Qu'il vienne de Chine ou des États-Unis, un nouveau modèle économique apparaît sous nos yeux. Un pouvoir avide de territoires à conquérir, impérialiste sur le plan économique. Est-ce que nous sommes à la fin d'une configuration historique particulière, c'est-à-dire à la fin de ce que les économistes de la régulation ont appelé un régime d'accumulation? Autrement dit, est-ce que nous vivons une période de crise? Alors, je reformule la question de cette manière, qui doit être un peu déconcertante, tant la réponse semble aller de soi. Ben évidemment, on est en crise. On n'arrête pas de parler de crise. On parle de crise tout le temps. Du reste, ça fait pas loin de 40 ans que nous sommes supposés être en crise. Alors là, il faut commencer à s'interroger, bien sûr, parce qu'une crise qui dure 40 ans, on est à la limite du cercle carré. Donc il faut commencer à se poser des questions conceptuelles. Et là encore, en faisant la différence des appréhensions de sens commun et des élaborations un peu plus analytiques. Bon, l'élaboration de sens commun de la crise, c'est quand ça va mal. Il y a une crise quand ça va mal. Par exemple, donc c'est la crise saisie comme phénoménologie ou symptomatologie. Il y a du chômage de masse. Ah, ça, c'est un signe de crise. Il y a des énormes inégalités, enfin, un signe de crise. Ou, dans d'autres époques, il y a une énorme inflation, signe de crise, etc. Est-ce que le chômage de masse est un indicateur de crise? Non. Non, parce que la crise, ça n'est pas quand ça va mal, entre guillemets, parce que d'abord, quand ça va mal, ça dépend des points de vue. Il y a des gens pour qui ça va très bien. Merci. La crise, c'est quand ça change. C'est-à-dire lorsque se transforment significativement les institutions, la configuration institutionnelle, qui est en quelque sorte l'armature du régime d'accumulation. Donc, si on veut savoir s'il y a crise, posons-nous la question, est-ce que ça change? Turgot, je crois, avait donné la vérité en disant que l'essence de la pratique économique, c'est de donner le moins pour avoir le plus. Une fois qu'on a énoncé en son essence la pratique économique de cette manière, il est évident qu'on a logé le conflit en son cœur, puisque chaque agent par devers soi fait sienne la maxime, et qu'elles ne sont pas mutuellement compatibles. Voilà. Que les rapports marchands puissent être terriblement conflictuels et même violents, on le sait par exemple dans les rapports de sous-traitance. Les rapports qui unissent les donneurs d'ordre et les sous-traitants sont des rapports, particulièrement dans la configuration contemporaine du capitalisme, qui peuvent être d'une brutalité inouïe. Bon, l'économie est une forme, et l'économie capitaliste à plus forte raison, est une mise en forme particulière de cette conflictualité essentielle, de cette violence anthropologique. On peut en discuter des propriétés, mais la nier, ça évidemment c'est tout à fait impossible. Or, c'est ce que fait le discours ordinaire de l'économie qui répète marché, marché, marché. Alors que ce dont il faut partir, c'est, oui, capitalisme, rapports sociaux, conflits, subordination, etc., etc.